J'ai aimé ma femme d'un amour qui brûlait comme un phare dans la nuit, inébranlable, pensais-je. Et puis, un jour, ce phare s'est éteint. Non pas doucement, par manque de carburant, mais d'un coup, fracassé par un choc dont les éclats continuent de me transpercer l'âme, encore aujourd'hui. Ce jour-là, elle était en voyage d'affaires, loin, et mes enfants et moi, nous avions juste voulu lui faire une surprise. Une surprise qui a déchiré le voile sur une réalité si monstrueuse que j'ai cru ma vie se briser en 1000 morceaux. Je suis Marc, 42 ans, un homme ordinaire de la banlieue parisienne, avec des rêves aussi banals et solides que les murs de notre petite maison en meulière. Mon origine ? Une famille modeste de province, des valeurs simples, le travail comme religion, la famille comme unique horizon. Ma vie était tissée de rituels doux, le réveil à 6h30, l'odeur du café, les rires étouffés des enfants Léo, 8 ans, et Chloé, 6 ans qui se préparaient pour l'école. Puis, ce trajet en RER, où je feuilletais les mêmes pages du même journal, me perdant parfois dans le reflet des vitres, songeant à l'avenir, à la prochaine randonnée en forêt, au dîner du soir. Je suis ingénieur commercial, un travail qui me plaît, avec son lot de pression, mais qui nous offrait une vie confortable, sans luxe superflu, mais sans manque. Mon grand luxe, c'était ma femme, Sophie, et nos enfants. Sophie, ma Sophie, mon ancre, mon rocher, celle avec qui j'avais bâti cette petite vie que je trouvais parfaite. Nous nous étions rencontrés jeunes, à la fac. 20 ans d'amour, de rire, de larmes, de projets partagés. Elle était mon premier et mon unique grand amour. N'est-ce pas ce que nous recherchons tous ? Cette certitude, cette épaule sur laquelle se reposer, cette main à tenir jusqu'au bout ? Mon quotidien était une symphonie de petites joies, ces moments fugaces qui, mis bout à bout, constituent le bonheur. La chaleur d'un pull fraîchement lavé, l'odeur du pain grillé, le dessin maladroit de Chloé affiché sur le frigo, un but marqué par Léo sur un terrain de foot improvisé. J'étais un père présent, un mari aimant, un homme qui s'efforçait de faire le bien, de construire, de protéger. Je rentrais souvent tard, fatigué, mais leur sourire me régénérait. Je prenais un plaisir presque enfantin à les border, à leur lire une histoire, à sentir leurs petites mains serrer ma main dans l'obscurité. C'étaient les moments où le monde extérieur, avec ses bruits et ses fureurs, s'estompait, où seule comptait cette bulle d'amour. Je ne demandais rien de plus. J'étais un homme comblé, un homme qui croyait avoir tout compris à la recette du bonheur, amour, famille, stabilité. N'est-ce pas là le rêve de chacun de nous, au fond ? De s'ancrer dans une existence simple, mais riche de sens, loin des tempêtes et des trahisons. Je me reconnaissais dans la plupart d'entre vous, j'en suis sûr. Un homme ordinaire, avec ses failles, ses petites manies, mais un cœur loyal et dévoué. Je ne savais pas encore que cette loyauté allait être mise à rude épreuve, et que ce que je croyais être la solidité de ma vie n'était, en réalité, qu'une carapace fragile, prête à éclater au moindre choc. Notre vie n'était pas exempte de défis, comme toute vie, n'est-ce pas ? La pression financière, par exemple, était une compagne silencieuse mais omniprésente. Les augmentations de loyer, le coût de la vie qui grimpait, les crédits à rembourser, les études futures des enfants. Sophie avait repris son travail de consultante après la naissance de Chloé, et ses déplacements fréquents étaient devenus une nécessité. Elle était brillante, ambitieuse, et je l'admirais pour cela. Ses voyages d'affaires, parfois une semaine entière, faisaient partie du package, du prix à payer pour offrir à nos enfants une vie meilleure que la nôtre. Nous en parlions, nous nous soutenions. Ce n'était pas une plainte, c'était une réalité. Dans notre quartier, les voisins, les amis, tout le monde était un peu dans la même course. Le travail, les enfants, le crédit, les vacances rêvées. On se croisait, on échangeait des sourires fatigués et des conseils de bricolage. La vie collective, les barbecues d'été, les apéritifs impromptus, tout cela dessinait un tableau de normalité, de solidarité, de ces liens sociaux qui nous donnent l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand, d'être protégés, à l'abri des tempêtes individuelles. On se sentait bien dans ce cocon. Les valeurs traditionnelles de la famille, du couple solide, étaient encore bien ancrées dans nos esprits, du moins, c'est ce que je pensais. Le monde extérieur, avec ses tentations et sa superficialité, semblait loin, derrière le périphérique. Nous étions, nous tous, des gardiens de notre petit jardin secret, pensant le protéger des vents mauvais. Mais parfois, les plus grandes menaces viennent de l'intérieur, de ce que l'on ne veut pas voir, n'est-ce pas ? De ce que l'on refuse de croire possible, même quand les signes sont là, juste devant nos yeux, comme des murmures dans le vent.
Rétrospectivement, je vois maintenant les fissures, ces minuscules craquelures sur le vernis parfait de notre vie. Mais à l'époque, elles étaient invisibles, ou je les interprétais avec la douce naïveté d'un homme trop confiant. La première chose, c'était peut-être son téléphone. Avant, il traînait partout, sur la table basse, sur la table de chevet, un simple objet du quotidien. Puis, un jour, j'ai remarqué qu'elle le gardait toujours près d'elle, même pour aller à la salle de bain. Un détail, n'est-ce pas? On met ça sur le compte de la charge de travail, des clients exigeants qui peuvent appeler à tout moment. Tu as beaucoup de clients exigeants en ce moment, mon amour, lui avais-je demandé un soir, sans y attacher plus d'importance. Elle avait souri, d'un sourire un peu trop rapide, et avait dit quelque chose comme beau, tu sais, c'est la période qui veut ça. Que aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu creusé, ou aurais-tu, toi aussi, balayé ça d'un revers de la main? Ensuite, il y a eu ces absences, toujours justifiées, toujours logiques. Une réunion qui se prolongeait le soir, un dîner avec un client important, un décalage horaire qui rendait les appels difficiles quand elle était loin. Des explications qui, prises individuellement, tenaient la route. Mais l'ensemble commençait à former une sorte de nébuleuse, un brouillard léger qui obscurcissait de temps en temps notre horizon. Ses yeux, parfois, avaient cette lueur lointaine, comme si elle était ailleurs, même quand elle était assise à côté de moi sur le canapé, nos mains entrelacées. Je pensais qu'elle était préoccupée par le travail, par ses projets. Je suis un homme qui aime résoudre les problèmes, alors je lui posais des questions, j'essayais de l'aider. Quelque chose te tracasse, ma chérie? Parle-moi. Et elle me répondait invariablement, non, non, tout va bien, juste la fatigue. Une fatigue qui semblait creuser des puits sous ses yeux, mais qui, étrangement, ne disparaissait pas même après un week-end de repos. Puis, il y a eu des changements plus subtils, presque imperceptibles. Ses goûts musicaux, par exemple. Des morceaux que je ne lui connaissais pas passaient sur son Spotify. Des groupes plus jeunes, plus branchés. J'avais haussé un sourcil. Tiens, c'est nouveau, ça, tu écoutes quoi? Elle m'avait expliqué qu'une collègue lui avait fait découvrir, que c'était pour se maintenir à jour. Et le parfum. Un soir, j'ai senti une nouvelle fragrance sur elle, plus florale, plus audacieuse que son habituel musc vanillé. Quand je l'ai commenté, elle a juste dit qu'elle avait eu un échantillon. Des broutilles, non. Des riens. Des grains de sable qui glissent sous la chaussure, que l'on secoue d'un mouvement machinal, sans se douter qu'ils annoncent une tempête. Connais-tu ce sentiment où l'on ressent un malaise diffus, une dissonance dans l'harmonie parfaite, mais que l'on refuse d'écouter, de peur de briser l'enchantement? Je l'ai ressenti, mais je l'ai ignoré, j'ai fait le choix de la confiance aveugle, ce choix qui, aujourd'hui, me pèse comme un fardeau d'acier. Je crois que, au fond, mon esprit d'homme aimant refusait simplement d'imaginer le pire. Le pire étant, pour moi, une construction impossible, une hypothèse tellement absurde qu'elle n'avait pas droit de citer dans la forteresse de mon amour. Première étape, l'idée de la surprise c'était un mardi soir, il y a environ 2 mois. Sophie était partie le matin même pour une mission d'une semaine à Lyon. Les enfants la réclamaient déjà. Léo avait fait un cauchemar, Chloé ne voulait pas manger ses légumes sans maman. Je les ai couchés, et en m'asseyant sur le canapé vide, une idée m'a frappé, lumineuse comme un éclair dans la nuit. Pourquoi ne pas aller la surprendre? Ce serait une bouffée d'air frais pour elle, un moment inattendu de bonheur au milieu de sa semaine de travail stressante. La joie de voir ses enfants, mon visage. C'était une image si douce, si pleine d'amour, que j'ai senti mon cœur se serrer de tendresse. Ce soir-là, je l'ai appelée, la conversation était banale, un peu hachée. Tout va bien, mon amour? Oui, oui, juste un peu débordée, tu sais comment c'est. Sa voix me semblait un peu lointaine, comme si elle parlait à travers un voile de coton. J'ai gardé mon idée secrète, comme un trésor. Le plan était simple, prendre l'avion avec les enfants le vendredi après-midi, arriver à l'hôtel, et la surprendre dans le hall ou dans sa chambre. Cette idée a fleuri dans mon esprit, une fleur empoisonnée dont je n'avais pas encore perçu l'odeur amère. Deuxième étape, les préparatifs et l'excitation des enfants les jours qui ont suivi ont été emplis d'une excitation contenue. J'ai organisé la garde des enfants pour le jeudi soir chez ma belle-sœur, prétextant un dîner d'affaires inopiné. Le vendredi matin, j'ai retiré Léo et Chloé de l'école un peu plus tôt, sous le même prétexte. Leurs yeux brillaient. On va voir maman, papa? Oui, mais c'est un secret.
Une grande surprise. Les valises étaient faites, petites et légères, pour un week-end express. Je voyais l'aventure dans leurs regards. Pour moi, c'était le pèlerinage d'un homme qui ramenait les siens à sa déesse. Le voyage en TGV pour l'aéroport, le tumulte, les avions au décollage, tout était prétexte à l'émerveillement. Nous rions, nous parlions de ce que nous allions faire avec maman. J'imaginais sa réaction, son grand sourire, ses bras serrant les enfants, puis moi. C'était un tableau idyllique que je peignais dans mon esprit, avec les couleurs les plus vives de l'amour et de l'innocence. Cette anticipation était une lame à double tranchant, aiguisée par ma propre ignorance. Troisième étape, l'arrivée à Lyon et le coup de téléphone à l'hôtel. Nous avons atterri à Lyon en fin d'après-midi, un ciel d'un bleu profond nous accueillant. L'air était frais, pétillant. La ville, que je connaissais mal, me semblait belle et pleine de promesses. Le taxi nous a déposés devant l'hôtel, un établissement moderne et impersonnel. Mon cœur battait la chamade, entre excitation et une pointe d'appréhension. J'ai demandé à la réception si Sophie Martin était bien enregistrée. La réceptionniste a vérifié, puis m'a regardé avec un léger froncement de sourcils. Madame Martin a bien une chambre, mais elle est enregistrée au nom de Monsieur et Madame Martin. Point. Mon sang s'est glacé un instant. Monsieur et Madame Martin. J'ai répété, le souffle court. Oui, c'est ce qui est indiqué. J'ai tenté de me raisonner, ah oui, c'est son nom de jeune fille qu'elle utilise parfois, avec son nom d'épouse. Et, mon entreprise réserve parfois les chambres comme ça, au nom du couple, même si je ne suis pas là. La réceptionniste a haussé les épaules. C'est possible, monsieur. J'ai demandé le numéro de sa chambre. La 312. Mon esprit tournait, un peu brouillé. Une sonnette d'alarme s'était déclenchée, mais elle était encore lointaine, faible, comme un signal sous l'eau. Je me suis dit que c'était une erreur, une formalité administrative tordue. Mais un doute, une petite graine de glace, s'était déjà plantée dans mon ventre. La conséquence fut immédiate, une angoisse sourde, un pressentiment glacé. Quatrième étape, le couloir de l'hôtel et la porte de la chambre. Nous avons pris l'ascenseur, les enfants toujours impatients. Maman. Maman. Ils chuchotaient, leurs yeux pétillants. Moi, je marchais comme un robot, les mots de la réceptionniste résonnant dans ma tête. Monsieur et Madame Martin. Le couloir était long, tapissé de moquettes épaisses qui étouffaient le son de nos pas. La lumière tamisée rendait l'atmosphère un peu irréelle. Chaque porte ressemblait à la précédente, mais la 312, elle, se détachait, irradiant une aura étrange, comme si elle était la seule à exister dans cet univers. Je me suis arrêté devant. J'ai tendu la main pour frapper, mais mon bras est resté suspendu, paralysé. Une sorte de voix intérieure me criait de ne pas le faire, de partir, de préserver l'illusion, même si elle se fissurait déjà sous mes doigts. Mais l'espoir, ou plutôt la folie de la surprise, m'a poussé en avant. J'ai posé l'oreille sur la porte. Des rires. Deux voix. Une voix d'homme. Et celle de Sophie. Des rires qui n'étaient pas les rires du travail, pas les rires d'une réunion. Ils étaient plus intimes, plus légers, plus complices. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, un tambour de guerre dans ma poitrine, annonçant une bataille perdue d'avance. J'ai senti mes genoux flageoler. J'étais un funambule sur un fil tendu au-dessus du vide, et le fil venait de céder. Cinquième étape, l'ouverture de la porte. J'ai frappé. Un coup sec, plus fort que je ne l'aurais voulu. Les rires se sont tus. Un silence glacial. Puis, la voix de Sophie, étouffée, oui. Qui est là? J'ai entendu des bruits, des mouvements précipités à l'intérieur. Mon sang, qui était glacé, s'est transformé en lave bouillante. L'image idyllique que j'avais peinte s'effondrait, laissant place à une toile macabre, aux couleurs criardes de la trahison. J'ai frappé à nouveau, plus violemment. C'est Marc. Ouvre, Sophie. J'ai hurlé, ma voix étrangère à mes propres oreilles, brisée par la panique et la rage naissante. La porte s'est ouverte, lentement, comme si elle résistait. Sophie est apparue. Elle portait une robe de chambre d'hôtel, défaite. Ses cheveux étaient en bataille, son visage pâle, ses yeux écarquillés, comme ceux d'un animal pris au piège. Derrière elle, dans le reflet du miroir mural, j'ai aperçu une ombre, celle d'un homme qui se rhabillait à la hâte. La scène, qui se déroulait au ralenti, était d'une clarté brutale. L'odeur du parfum,
celui que j'avais déjà senti, mais mélangé à une autre fragrance masculine, entourait la pièce comme un linceul. Mes enfants, debout derrière moi, leurs petits visages levés, leurs sourires innocents figés, avaient tout vu. Ce moment fut un marteau qui frappa ma vie, la brisant en 1 million de fragments. Le monde s'est tu. Il n'y avait plus de bruit d'ascenseur, plus de murmures dans le couloir, plus de circulation lyonnaise en contrebas. Seulement le son assourdissant de mon propre sang qui pulsait dans mes oreilles, et le silence déchirant des enfants derrière moi. Sophie était là, devant moi, un fantôme blême. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait, ou alors des sons que mon esprit, en état de choc, refusait d'enregistrer. Ses yeux, habituellement si vifs, étaient des miroirs de panique et de honte. Je me souviens de l'homme, une silhouette floue derrière elle, une chemise à peine boutonnée, le visage contorsionné par la surprise et la gêne. Il n'était personne pour moi, juste une tache, une souillure dans le tableau. J'ai regardé Sophie, puis j'ai baissé les yeux sur les enfants. Léo, les yeux ronds comme des billes, cherchait une explication sur mon visage. Chloé, elle, avait déjà commencé à pleurer silencieusement, ses petites mains serrant ma jambe. C'était leur innocence, leur pureté, qui se heurtait de plein fouet à la brutalité de la réalité. C'était pour eux que j'étais venu, pour leur offrir un moment de joie, et je venais de les précipiter dans un abîme de douleur. Cette image de Chloé en larmes, je crois qu'elle restera gravée en moi jusqu'à mon dernier souffle. Elle était la matérialisation de l'éclat de notre bonheur. J'ai senti une chaleur monter en moi, une rage primale, bestiale, qui menaçait de tout consumeur. Mes poings se sont serrés, mes muscles tendus à l'extrême. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé la violence, l'explosion, la destruction. Mais la vue des enfants, leur vulnérabilité, a été un frein puissant, un barrage infranchissable. J'ai respiré, une inspiration difficile, comme si l'air m'était refusé. J'ai regardé Sophie une dernière fois, sans la voir vraiment, juste un amas de trahison. Je savais que je te trouverais ici, Sophie, ai-je dit, d'une voix rauque qui ne me ressemblait pas, un mensonge qui cherchait à cacher l'étendue de ma surprise et de ma douleur, une tentative dérisoire de sauver ma dignité. C'était un sarcasme amer qui s'est écrasé contre le mur de son silence coupable. Et puis, je me suis retourné. Simplement. Lentement. J'ai pris la main de Léo, celle de Chloé. Et nous sommes partis. L'ascenseur, le hall, le taxi qui nous attendait, tout s'est déroulé dans un brouillard cotonneux. Je ne me souviens pas de l'aéroport, du vol retour. Juste le froid mordant qui s'était installé dans ma poitrine, un froid que même le plus chaud des feux ne pourrait jamais réchauffer. C'était un adieu silencieux, un point final à l'histoire que j'avais cru écrire pour nous, un livre qui venait d'être jeté au feu, ses pages consumées par les flammes de l'infidélité. Les jours qui ont suivi ont été un enfer sur terre. Mentalement, j'étais brisé. Mon esprit était un champ de bataille, traversé par des pensées contradictoires, la rage pure, la douleur déchirante, l'incompréhension totale. Comment? Pourquoi? Ces questions tournaient en boucle, sans réponse, comme des vautours affamés. Je ne dormais plus que par courtes tranches, hanté par l'image de cette porte ouverte, de cet homme, du visage livide de Sophie. Chaque bruit, chaque silence, me ramenait à cet instant fatidique. La confiance, ce pilier fondamental de ma vie, s'était effondré, et avec elle, toute la structure de ma perception du monde. J'étais devenu un étranger à moi-même, un corps vide rempli de douleur. J'avais du mal à fonctionner, à me concentrer au travail. Les appels de mes collègues, les réunions, tout me semblait dérisoire, fût-il face à l'ampleur de la catastrophe personnelle. Les conséquences sociales et familiales ont été immédiates. J'ai dû annoncer la séparation aux enfants. Comment expliquer l'inexplicable à des cœurs si jeunes? J'ai essayé de simplifier, de les protéger, de dire que maman et papa avaient des problèmes que les adultes devaient résoudre. Mais les enfants ne sont pas dupes. Ils sentaient le froid dans la maison, l'absence de rire, la tension palpable. Chloé ne parlait plus beaucoup, Léo se réfugiait dans les jeux vidéo. Mon rôle de père protecteur était mis à rude épreuve. Je me sentais coupable de leur avoir infligé ça. Les parents de Sophie, des gens adorables, étaient effondrés. Ma belle-sœur, chez qui les enfants avaient passé la nuit de la surprise, m'a appelé, choqué, me demandant des explications. Comment leur dire la vérité sans détruire l'image de leur fille, de leur sœur? Je me sentais seul, abandonné, même au milieu de la bienveillance de mes proches,
car personne ne pouvait comprendre l'intensité de ma blessure. Financièrement, le choc a été violent. Nous étions un couple, nos revenus étaient mutualisés. Maintenant, tout devait être divisé. Les avocats, les démarches, la pension alimentaire, la perspective de la vente de la maison, ce foyer que nous avions construit brique par brique. C'était une montagne de paperasse, de chiffres, de décisions à prendre dans un état de détresse psychologique extrême. Chaque document était un coup de marteau supplémentaire sur le clou de ma souffrance. Chaque signature était un aveu d'échec, la ratification de la fin d'une ère. Le futur, auparavant clair et balisé, était devenu un territoire hostile, inconnu, peuplé d'incertitudes. Ma vie s'est brisée, et le pire, c'est que je devais la reconstruire, pièce par pièce, sans même savoir par où commencer, tel un naufragé échoué sur une île déserte. Les mois ont passé, et avec eux, la fureur la plus vive s'est estompée, laissant place à une douleur sourde, lancinante. La routine s'est réinstallée, une routine vide, mécanique. Le réveil à 6h30, l'odeur du café, mais sans les rires insouciants des enfants. Ils étaient là, bien sûr, mais le silence de l'absence de leur mère pesait lourd. Je me retrouvais seul avec eux, le soir, dans cette maison devenue trop grande. Les dîners étaient silencieux, les couchers plus tristes. Je faisais de mon mieux, mais mon cœur n'y était plus. La solitude était devenue ma compagne la plus fidèle, une ombre froide qui me suivait partout. J'ai essayé de me reconstruire, de recoller les morceaux. J'ai repris le sport, j'ai revu des amis que j'avais un peu délaissés. Mais la joie n'était plus la même. Chaque rire était teinté d'amertume, chaque moment de plaisir, d'une pointe de mélancolie. Sophie, elle, avait déménagé. Nous nous croisions lors des échanges des enfants. Ces rencontres étaient tendues, remplies de non-dits, d'excuses murmurées qu'elle tentait parfois, mais qui sonnaient creux. J'avais refusé de l'écouter vraiment, de lui donner l'opportunité de s'expliquer. La blessure était trop profonde, le dégoût trop intense. Je me suis enfermé dans ma rancœur, comme dans une forteresse inexpugnable. Mes nuits étaient un long fleuve d'insomnie, peuplé de souvenirs heureux qui se transformaient en cauchemars amers. La douleur n'était plus aussi explosive qu'au début, mais elle était partout, nichée dans les détails, dans l'absence de sa brosse à dents à côté de la mienne, dans le vide de son côté du lit, dans l'écho de sa voix dans les vieilles vidéos de famille. Je me souviens avoir trouvé un jour un de ses vieux foulards dans un tiroir. L'odeur persistante de son parfum, le vieux parfum, a ravivé en moi une vague de tristesse si profonde que j'ai dû m'asseoir, le cœur serré. Je n'étais plus l'homme que j'avais été. J'étais un survivant, certes, mais un survivant marqué, portant les cicatrices d'une guerre invisible qui avait détruit mon monde intérieur. Avec le recul, des mois plus tard, je me pose des questions, beaucoup de questions. Qu'est-ce qui nous pousse à trahir? Est-ce une défaillance morale, une faiblesse de caractère, ou une combinaison complexe de circonstances et de désirs inavoués? Je ne cherche pas à excuser Sophie, mais à comprendre ce qui a pu la mener là. Était-ce la routine qui s'installait, le manque d'attention de ma part, la tentation de la nouveauté, l'appel d'un autre corps, d'une autre vie? L'argent, la pression sociale, les désirs inassouvis. Sont-ils de si puissants catalyseurs de destruction? La confiance, cette pierre angulaire des relations humaines, une fois brisée, peut-elle jamais être réparée? Je ne le crois pas. Du moins, pas pour moi. C'est comme un miroir éclaté, on peut recoller les morceaux, mais les fissures seront toujours là, visibles, douloureuses, rappelant la violence de la cassure. J'ai dû apprendre à vivre sans cette confiance, à vivre dans un monde où tout me semble désormais plus fragile, plus éphémère. Cette expérience m'a transformé en un homme plus méfiant, plus réservé. Est-ce un mal, ou est-ce une protection nécessaire dans un monde où les masques tombent sans prévenir? Je me suis aussi interrogé sur mes propres failles. Ai-je été aveugle, trop confiant? Ai-je manqué de clairvoyance, de vigilance? Le confort de ma vie m'a-t-il rendu paresseux, incapable de voir les signaux, les appels silencieux, si tant est qu'il y en ait eu? La vie nous offre des choix, des bifurcations. Et parfois, les choix d'une seule personne peuvent avoir des répercussions dévastatrices sur tant d'autres. Comment faire face à cela? Comment pardonner l'impardonnable, ou comment apprendre à vivre avec le fait que le pardon est parfois impossible? Ces réflexions sont un chemin semé d'embûches, où chaque pas révèle une nouvelle blessure, une nouvelle question sans réponse. Mais il faut les affronter, pour avancer, pour ne pas rester prisonnier du passé. Cette histoire, ma propre histoire,
n'est pas un cas isolé. Elle aurait pu arriver n'importe où, dans n'importe quelle ville, à n'importe quel couple qui se croyait à l'abri. Il suffit d'un instant, d'une décision, d'un mensonge, pour que tout bascule, pour que les fondations les plus solides s'effondrent sous le poids de la trahison. Nous sommes tous vulnérables, tous susceptibles d'être brisés, ou de briser l'autre, par nos actes, nos silences, nos faiblesses. Ce que j'ai vécu n'est pas une fiction lointaine. C'est la réalité brutale d'une vie, la mienne, qui s'est retrouvée chamboulée par ce que je considérais comme un acte d'amour, de vouloir faire une surprise. Mais la vie, elle, est pleine de ces ironies cruelles, de ces retournements de situation qui nous rappellent notre propre fragilité. Gardons toujours à l'esprit que derrière les apparences, les sourires, les promesses, se cachent des profondeurs insoupçonnées, des ombres que nous refusons parfois de regarder en face. Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez vous aussi connu une épreuve similaire, ou si ces mots vous ont simplement touché, je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous traversé une trahison? Comment vous êtes-vous reconstruit? Votre expérience peut aider d'autres personnes qui se sentent seules face à ce type de douleur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de récits authentiques, et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent entendre ce témoignage. Prenez soin de vous, de vos proches, et des liens que vous tissez. Ils sont plus fragiles qu'on ne le pense.